Bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'éclairage et de décryptage des sujets brûlants d'ici et d'ailleurs. Une honte, une pression et parfois le suicide comme solution malheureusement tragique. Ces derniers mois, le suicide s'est invité dans l'actualité ivoirienne à travers des drames qui surgissent sans prévenir, puis disparaissent aussitôt comme des conversations publiques. En février, on se souvient, la Direction générale de la police nationale annonçait dans un communiqué le décès par suicide d'un agent de police en service à la direction de l'informatique et des traces technologiques. Alors, la question de la santé mentale revient au centre des préoccupations. Pourquoi assiste-t-on encore au suicide malgré les dispositifs de prévention? Que faire concrètement pour venir à bout du phénomène? Nous en parlerons dans un court instant avec nos deux invités puisque ça fait l'actualité. En Côte d'Ivoire, les chiffres sur l'ampleur du suicide ne sont pas disponibles, mais une étude de prévalence effectuée en 2022 par le Programme national de la santé mentale et financée par l'OMS montre que 418 suicides et 927 tentatives ont été recensées entre 2019 et 2021. Et selon une autre étude menée par l'unité de médecine légale du CHU de Treichville sur la période 2013-2020, la Côte d'Ivoire comptabiliserait 23 cas de suicide par an. Et c'est justement la question, pourquoi se donner la mort devient aussi récurrent en Côte d'Ivoire? Avant d'échanger avec nos deux invités, je vous propose quelques réactions de personnes interrogées par Ahmed Traoré. Aujourd'hui, nous constatons assez de suicides dans notre société, en particulier en Côte d'Ivoire. Cela est certainement dû aux situations que les gens traversent. La vie est devenue tellement chère, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et un homme, par exemple, qui se bat tout seul, nourrissant 5 enfants, avec une famille derrière, et qui n'a pas un salaire le permettant de pouvoir subvenir à ses besoins, ce dernier préfère se donner à la mort que de continuer à vivre parce qu'il est l'espoir de sa famille. L'Ivoirien moyen aujourd'hui a du mal à se nourrir, à se déplacer, à scolariser ses enfants et à vivre convenablement. Et quand un père de famille est face à toutes ces dépenses qu'il doit faire et qu'il n'arrive même pas à trouver vraiment les solutions idoines, je pense que dans sa tête, il peut penser à se donner la mort. Moi, je me dis que ce sont des problèmes. Il y a aussi, quand tu es un peu trop submergé dans la tête, ça peut aussi envoyer des suicides. Quand tu es trop submergé aussi, vraiment, mon frère, ça peut t'emmener aussi à faire ce que tu ne dois pas faire. Parce que aussi que les gens n'ont pas d'espoir, qu'ils se découragent, ils vont se suicider malheureusement. Ils n'ont pas foi en quelque chose. Et quand c'est comme ça, c'est grave. Oui, les gens ont des problèmes, mais n'ont pas de solution. Mais à cause des soucis, on est obligé de faire ça pour pouvoir chercher à quoi manger. Si je ne suis pas fort dans la tête, vraiment, il va me suicider. Et voilà quelques réactions au micro d'Ahmed Traoré, des Ivoiriens qui tentaient de donner des raisons au suicide. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau professeur Ghislain Yapi, qui est conseiller psychologue, également PCA d'Excel Ado. Bienvenue, merci d'être avec nous ce jour sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et avec vous, on a Ghislain Coulibaly, sociologue, spécialiste genre et masculinité positive. Merci à vous, Ghislain Coulibaly, d'être avec nous. C'est moi. On a deux Ghislain aujourd'hui sur le plateau de Ça fait l'actualité. Belle coïncidence. Belle coïncidence. Alors, justement, suicide en Côte d'Ivoire, Ghislain Coulibaly, je reste avec vous. Est-ce qu'on doit parler d'un phénomène inquiétant aujourd'hui ? Alors, si on veut parler de phénomène inquiétant, ça veut dire qu'on a une base de référence statistique où on peut avoir l'évolution. Mais au moment où je vous parle, je n'ai pas de base scientifique où je peux dégager une évolution très claire et fine du phénomène. Ce que nous savons, c'est qu'un seul cas de suicide, c'est déjà inquiétant. Pour ce qui relève de la problématique du suicide, je dirais que c'est un problème de santé publique. Mais au-delà, c'est un problème de cohésion sociale. Et les difficultés ou les défis que nous avons de documenter ces cas montrent bien que nos politiques publiques pourraient être en difficulté parce qu'on n'a peut-être pas toujours les cas qui sont dénoncés. N'oublions pas que quand on parle de suicide, on fait référence à la honte. Donc, les
cas qui nous sont donnés par l'OMS et le ministère de la Santé, pour nous, ce sont véritablement des indications. Mais je ne peux pas dire objectivement que c'est le nombre de cas de suicide, objectivement, que nous avons en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un véritable problème. Non, mais c'est un véritable problème parce que lorsqu'on est dans un pays, la gouvernance demande justement que nous puissions identifier les cas de suicide, les documenter et apporter des politiques publiques adaptées pour pouvoir véritablement adresser la problématique. Sinon, c'est le droit à la vie. Un suicide, c'est un cas de décès. Alors, donc pour nous, on veut réduire justement le nombre de cas de décès en Côte d'Ivoire. Donc, il faut des politiques publiques avisées et adaptées. Professeur Yapi, on l'a vu tout à l'heure dans le micro-trottoir des Ivoiriens qui ont tenté de donner des raisons, qui ont été citées, par exemple, le chômage. Alors, déjà, quels sont les éléments déclencheurs du suicide chez une personne? Alors, je pense que je ne vais pas faire du pléonasme et je vais apporter juste un additif à ce que mon confrère vient de dire. Vous savez, c'est d'abord la pression sociale. Et ce n'est pas un fait régional, je dirais. C'est un fait mondial. Parce que la pression sociale, même, nous l'avons dans les pays dits développés. Voilà. Donc, si même aux États-Unis d'Amérique, juste un exemple, il y a certaines personnes qui en souffrent, donc nous pensons que ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire doivent savoir que la pression sociale n'est pas un facteur qui va pousser une personne à sauter la vie. Quand vous parlez de pression sociale, concrètement, c'est quoi? On y retrouve quoi? Oui, c'est comme dans le micro-trottoir, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé le cas des difficultés financières. Par exemple, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. La plupart des interlocuteurs ont mentionné le fait qu'ils avaient des soucis, des moyens financiers et tout. Et donc, moi, je pense qu'au-delà du fait qu'il y ait ces facteurs, nous savons qu'il n'y aura jamais une nation où la pauvreté sera carrément extirpée. Non, je ne pense pas. Mais je me dis que quelle que soit la pression sociale, quelles que soient les difficultés, nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir. Une personne normale ne doit pas sauter la vie. Ce n'est pas possible. Oui, oui, alors Matakissi, ce que je voudrais signifier, c'est que le suicide est un fait social. Il est consubstantiel à l'existence humaine. Il ne saurait exister une société sans suicide. Ça, c'est vraiment la première observation. La deuxième observation, c'est de dire que pour nous, le fait social traduit ici un échec. C'est un échec des liens sociaux entre l'individu et sa société. C'est une fragilisation des liens sociaux entre l'individu et sa société. Donc, sous le prisme sociologique, le suicide montre ici que véritablement les politiques de régulation sociale ou sociétale ou les politiques de renforcement de cohésion sociale ont encore des défis. Donc, il va falloir redoubler d'ardeur pour ne pas qu'une partie de la population soit, je veux dire, exposée au suicide du fait d'être mal intégrée dans la société. Est-ce que vous pensez que les normes de masculinité comme un homme ne pleure pas ou encore un homme, ça doit réussir coûte que coûte, jouent en poids aussi mais tout à fait, se suicider? Tout à fait, parce qu'en réalité, le suicide, c'est la résultante de plusieurs paramètres, notamment les normes sociales qui encadrent la réussite, qui encadrent la virilité, qui encadrent même tout ce qui est honte dans la société. Mais les normes sociales seules ne suffisent pas. Ces normes-là sont couplées à la qualité des liens sociaux qui s'expriment dans la cellule familiale, qui s'expriment à l'école, dans les milieux professionnels, mais au-delà, on a aussi la position sociale et les nombreuses crises que la Côte d'Ivoire a connues. Et je termine sur ça. De 2000 à 2025, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs moments de rupture de liens sociaux. Mais ces moments de rupture de liens sociaux ont créé un bouleversement de l'ordre social. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une crise de modèle. C'est un
constat que je fais. Il y a une crise de valeur. Et ce bouleversement de l'ordre social a impacté les cellules familiales, qui sont en réalité le socle de toute société. Donc les enfants étaient livrés, je vais dire, dans cette période-là, à elles-mêmes, ou à eux-mêmes. Mais mieux, je veux dire, ce sont les relais, nos nounous, qui ont pratiquement éduqué les enfants à cause de la pression économique. Vous savez que le taux de pauvreté était élevé, mais aujourd'hui, avec les actions du gouvernement, on est autour de 35% de taux de pauvreté. Mais qu'on soit en milieu rural, qu'on soit en milieu urbain, la pression économique est là, elle est réelle. D'accord. Professeur Yapi, déjà, quels sont les signaux d'alerte qu'on peut observer chez une personne qui a des tendances suicidaires? Ok. Je voudrais dire que je pense que le suicide n'est pas une normalité. Je pense. Parce que vous savez, si nous devons justifier le suicide, du coup, je suis expert en prévention des fléaux qui minent non seulement la jeunesse, mais les fléaux, ce que j'appelle les fléaux juvéniles. Nous avons des enfants que nous rencontrons, des parents que nous rencontrons, et plusieurs, malheureusement, ont ce que j'appelle les tendances et menaces de suicide. Des parents sont dans des conditions assez difficiles. Et donc, ils doivent faire preuve d'exemplarité. Un parent désespéré aura du mal à encourager son enfant qui part à l'école, par exemple. Vous voyez, je vais à l'école, je suis un enfant, je dois réussir. Et si mon père est désespéré, mon père ne pourra pas me prodiguer l'essentiel afin que je puisse réussir, par exemple. Donc, vous voyez, on s'est rendu compte que l'une des raisons qui, malheureusement, est un facteur important je veux dire, au niveau de la prévention des enfants et des parents qui malheureusement se suicident ou bien qui ont une tendance suicidaire, c'est la dépression, le manque d'estime de soi. C'est vrai, comme il a dit, il y a la perte des valeurs, mais ces choses ne devraient pas justifier le fait qu'une personne normale saute la vie, parce que se suicider, c'est se tuer. Vous voyez, la vie, oui. C'est se tuer. Et donc, il est important pour nous, en amont, de dire aux enfants, quand il y a la dépression, quand il y a la faible estime de soi, lorsqu'il y a des crises, les conflits familiaux et plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs qui pourraient pousser ces choses, il ne faut pas sauter la vie. C'est ce que je viens de dire. Lors des solutions, j'en parlerai. Mais il y a de l'espoir. Justement, il y a de l'espoir. On va en parler maintenant. Je pense que c'est le moment d'en parler. Parler de prévention, parler de solutions. Qu'est-ce qui pose problème dans la prise en charge? Je reste avec vous, professeur Yapi, avant d'aller avec Ghislain Coulibaly. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Non, aujourd'hui, la plupart des personnes qui souffrent de dépression ont du mal à s'exprimer. Le mutisme est un facteur important chez l'enfant. Or, le mutisme chez l'enfant, ce n'est pas seulement la dépression qui est à plusieurs niveaux. Il y a souvent aussi le traumatisme psychique qui peut faire partie des réactions de l'enfant. Donc, une personne qui n'arrive pas à s'exprimer parce que déçue, elle a une faible estime de soi, une perte de confiance en soi et toutes ces choses, ou bien l'échec dans certaines choses, pourrait se taire. Et à partir de ce moment, il est souvent difficile de gérer. Et les personnes qui n'ont pas l'expertise auront du mal à prévenir, ou je veux dire à gérer, à aider une personne qui a des tendances, qui a des pensées suicidaires. Voici pourquoi, voilà, on reviendra tout à l'heure. Oui, d'accord, Ghislain. Alors, ce qui pose problème, à mon avis, ce sont les pesanteurs socioculturels ou les normes sociales qui encadrent le phénomène du suicide. Lorsque vous êtes en difficulté, il y a des douleurs. Les douleurs peuvent être silencieuses, les douleurs peuvent être visibles comme invisibles. Mais lorsque vous allez voir le spécialiste, le psychologue ou le psychiatre, on vous traite de fou. Déjà. Donc, il y a une certaine stigmatisation et donc il faut déconstruire cette forme de stigmatisation. Autre chose qui pose problème, c'est que dans notre processus de socialisation, on n'a pas été socialisé à reconnaître ou à capter les signes d'alerte. On parle de santé de la pensée. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous dit je suis sur la terre des hommes, malheureusement, j'aimerais me coucher et ne plus me réveiller. Quand quelqu'un vous donne cette phrase, c'est une alerte.
Voyez-vous, mais est-ce qu'on est suffisamment outillé pour détecter ces phrases? Donc, dans le discours des autres, on doit pouvoir capter ces éléments. Mais au-delà de la santé des pensées, il y a aussi la santé des émotions. Voyez-vous, on a des personnes, par exemple, qui sont toujours dans la tristesse. Nous savons tous que nous tous, on traverse ça. Quand vous êtes en deuil, vous perdez quelqu'un de cher. Lorsque, par exemple, vous avez perdu votre emploi, il y a cette sorte de souffrance psychique, psychologique qui fait qu'on peut être exposé. Mais je veux dire, tout le monde traverse ces cas. Mais vous avez, par exemple, la santé du corps où la personne dort mal. Parce que dormir bien contribue à réduire les cas de suicide, parce que justement, pour ne pas avoir un profil suicidaire. Et enfin, vous avez des personnes qui allaient à l'école, normalement, et qui vont se lever pour dire « j'ai plus envie d'aller à l'école ». Voyez-vous, des gens qui allaient au travail, qui étaient toujours de bonne humeur, qui du jour au lendemain ne veulent plus aller au travail. Donc voilà quelques signes qu'on doit capter pour pouvoir apporter des réponses. Attention à la banalisation. Attention à la banalisation du suicide en Afrique et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur Yapi, vous qui êtes toujours en contact avec, je vais dire, ces personnes, les enfants, les parents. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour qu'on réduise de façon drastique le suicide, qu'on n'en parle plus? C'est notre souhait d'ailleurs. Effectivement, je crois que le sociologue sera d'accord avec moi. Nous sommes dans la prévention. Les sociologues ont tendance à tout justifier. Voilà, ils font des études pour cela. Nous disons, parce que le suicide, malheureusement, fait partie des fléaux que nous combattons. Nous disons que rien ne justifie le suicide. Et d'ailleurs, un enfant qui a des tendances et pensées suicidaires, il a déjà eu au préalable ce que j'appelle la démotivation pour aller au décrochage scolaire. Un enfant qui décide de ne plus aller à l'école, c'est parce que justement, il fut démotivé quelque part. Et il y a plusieurs raisons à cela. Mais un enfant qui décide de se suicider, il y a plusieurs facteurs. On n'a pas le temps pour énumérer ces points-là. Il y en a plusieurs. Oui, mais on va tabler sur... qu'est-ce que vous faites concrètement quand ça arrive, quand il y a ces pensées suicidaires? Oui, cet enfant a une perte d'estime de soi. Quelqu'un qui décide de sauter la vie, ça veut dire que sa vie ne sert à rien. Comment vous remontez cet enfant? Nous l'encourageons, voilà, nous l'encourageons, nous lui donnons nous faisons comprendre qu'il a de la valeur. Il faut que l'enfant sache qu'il a de la valeur. Il a une personnalité à défendre. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans la globalisation, où même les plus puissants dévorent ceux qui sont les plus faibles. Et c'est pas parce que tu as une faiblesse quelque part, par exemple, tu as un souci de nourriture. Pour toi, c'est un souci de nourriture. Mais il y a un autre, c'est un souci de loyer. Il y a un autre, c'est un souci de santé, etc. Il y a les mots. Nous sommes dans un monde où les mots demeurent. Mais avec les mots, que devrons-nous faire? Donc nous disons aux enfants qu'il y a de l'espoir. Et comme le sociologue l'a dit tout à l'heure, ils sont en perte des repères. Parce que plusieurs adultes qui ont dévancé leur font comprendre qu'il n'y a pas d'espoir. Ou bien il y a un chemin pour réussir. Et non, je dis non. Chacun a son chemin, chacun a sa voie. Voilà, au-delà du fait que je suis, expert en prévention, je suis aussi domaine spirituel, je suis serviteur de Dieu. Et je m'occupe du domaine spirituel qui est un facteur important. Nous disons aux enfants qu'il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut aider un enfant qui est en perte d'espoir, en perte d'estime de soi, de remonter. Et de vivre. Et de vivre. Parce que la vie, c'est un don. Oui, et un don de Dieu. Alors, Gisela Coulibaly. Alors, pour les solutions. Pour les solutions. Pour les solutions, rapidement, ce que je voudrais dire, je l'ai rappelé à l'entame de mes propos. Le suicide est un fait social qui traduit un échec et une fragilisation des liens sociaux. À l'attention de nos décideurs, c'est de faire en sorte que nos politiques publiques soient humaines, que notre dispositif de gouvernance soit à visage humain. On sait que comment oui, mais concrètement, on sait que dans ce pays, il y a un taux de croissance, nous dit-on, qui est constant. Mais est-ce que cette richesse qui est créée est redistribuée équitablement en milieu rural, en milieu urbain? Parce que c'est aussi important. Ne créons pas une société élitiste qui profite de la manne et la grande masse, justement, n'a pas accès aux ressources qui sont générés par l'État. Donc pour moi, c'est vraiment plaider pour que le gouvernement puisse contribuer ou continuer à œuvrer pour cette Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est pourquoi eux-mêmes, ils ont parlé de ce Côte d'Ivoire solidaire. Deuxième chose, dans la communauté, il faut changer de regard. Il faut éviter de penser que c'est une affaire privée.
Il faut éviter de penser que ce sont des fous. C'est un problème de santé mentale. Donc, il faut former les leaders religieux. Il faut former les chefs communautaires, donc les chefs de famille, pour qu'ils puissent détecter. Et un élément qui est aussi un fléau, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a du cyberharcèlement. Et les femmes sont les plus exposées aux violences basées sur le genre facilitées par les technologies. Il y a une perte de leur estime de soi, perte de confiance en soi, et elles sont exclues, je veux dire, de cet espace virtuel. Et donc, pour nous, il faut veiller à ce que les réseaux sociaux ne soient pas des vecteurs d'amplification du suicide en Côte d'Ivoire. Les réseaux sociaux, professeur Yapi, Oui. est-ce que de temps en temps aussi, dans vos méthodes de prévention, vous prenez en compte cet aspect-là? Exactement. Comme je le disais, dans nos documentations, nous mettons l'accent sur la discipline dans l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie des amis que les parents autorisent, mais qui détruisent les enfants, même entre quatre murs. Nous devons dire aux enfants qu'il y a la fréquentation qui est un facteur important pour les enfants. Ils doivent faire attention aux fréquentations. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas que les réseaux sociaux. C'est qui tu écoutes, qui écoutes-tu, de qui reçois-tu des informations, des conseils, et puis qu'est-ce que tu fais à partir de ces informations. Voici pourquoi nous disons aux parents qu'ils doivent faire preuve d'exemplarité parce qu'ils sont les premiers modèles des enfants. Bon, un parent qui vient devant son enfant qui lui dit que je n'ai plus d'espoir, quand l'enfant entend, comment voudrez-vous que cet enfant-là puisse même continuer ses études? Vous voyez, nous avons rencontré des enfants qui nous ont dit que c'est parce que papa est comme ça ou maman est comme ça que je décide d'arrêter les études. Vous voyez. Et toutes ces choses, demain, quand l'enfant va se retrouver dans les rues, il aura vraiment des difficultés et ça devient une crise sociétale. Moi, je dis que dans chaque société, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Ce que nous devrons faire, c'est de dire aux enfants qu'il y a de l'espoir. Mieux, en amont, nous disons aux parents que ce n'est pas le fait d'une crise qui pourrait, souvent passagère, ce n'est pas de ce fait-là que nous devons nous ôter la vie. En tout cas, j'insiste là-dessus. Pour moi, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, nous devons toujours chercher à mieux vivre. C'est très important, à mieux vivre, mais pas chercher à supprimer cette vie-là, parce qu'au-delà du fait que nous sommes des personnes, nous sommes des parents, nous sommes des amis, il y a des cousins, des cousines, il y a toute la famille, mais nous sommes des références pour plusieurs personnes qui nous suivent, même en cachette. Et comme il a dit, nous devons être solidaires. Il faut discuter avec son ami, il faut discuter avec son frère, il faut discuter avec sa sœur. Il faut que chaque personnalité arrête d'avoir un complexe de supériorité, parce que la vie est un don, et cette vie peut partir en un clin d'œil. D'accord. Avant que la vie ne parte en un clin d'œil, Ghislain Coulibaly, il y a un autre aspect aussi, la dépression au travail. Ça peut agir sur toute la vie, même étant à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, absolument. Il le disait à l'entame de ses propos. Cette souffrance, elle est liée à quoi? À la pression. La pression est également professionnelle. Et lorsqu'on se retrouve dans des environnements de stress, dans des environnements où on est dans la culture du résultat, on peut, je veux dire, avoir ce stress. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre le bon stress et le mauvais stress. Lorsqu'on a un stress continu, ça va impacter notre motivation, parce que si vous n'arrivez pas à avoir les résultats, vous allez perdre votre estime de soi. Et donc pour nous, effectivement, il faut travailler dans un environnement sûr. Parce que quand vous êtes dans un environnement d'abus de pouvoir, un environnement de harcèlement, vous pouvez déclencher ce qu'on appelle le silence émotionnel. Parce que l'isolement, malheureusement, est central dans la compréhension du suicide. Les personnes s'isolent. Or, s'isoler, c'est justement la dernière chose qu'il ne faut pas faire. Et on le dit sur ce plateau. Nous avons le droit à la vie. Donc, nul ne doit sauter la vie sous prétexte qu'il y a des problèmes de société, il y a des problèmes économiques, parce que les cas de chômage, quelqu'un qui est dans un chômage prolongé alors qu'il a des résultats, il a des diplômes, il peut s'adonner à cette tristesse mélancolique qui va développer une douleur, un silence émotionnel, parce que j'ai entendu dire dans ce pays, ceux qui travaillent,
c'est eux qui devaient être au chômage, et ceux qui sont au chômage, c'est eux qui devaient travailler. Donc voilà la perception aussi que quelqu'un peut avoir de ce mécanisme de régulation sociale qui, malheureusement, ne va pas reposer sur des facteurs d'équité. Donc si on est dans une société où il n'y a pas d'équité, on peut être exposé, malheureusement, au suicide. Merci beaucoup, professeur. Très rapidement, un dernier mot en termes de prévention. Après ce que le sociologue vient de dire, je pense que ce que je peux ajouter, au-delà de ce que j'ai déjà dit, que chaque parent craigne Dieu. Voilà, je demande à tout le monde de faire, de se passer au moins du temps dans la prière. Vous savez, dans la prière, il y a de l'espoir. Quand nous sommes découragés et quand nous prions, nous avons de l'espoir. Je veux dire à tout le monde que la prière va aider à vraiment gérer ou à combler souvent ce vide-là qui se trouve, le vide à combler. C'est très important. Il faut tout faire dans la prière pour réguler un fossé qui est existant. Merci beaucoup à vous. Eh bien, c'est ici que s'arrête Ça fait l'actualité. Nous recevions Ghislain Coulibaly, sociologue, expert genre masculinité positive. Merci pour vos analyses. Également, professeur Yapi Ghislain, donc un deuxième Ghislain aussi, qui est PCA d'Excel Ado, conseiller psychologue. Merci pour votre décryptage et analyse sur le sujet de suicide. C'est ici qu'on s'arrête pour Ça fait l'actualité. Briser le tabou sur le suicide, ouvrir le dialogue et permettre la prévention, bien sûr. Préconisent nos invités. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ça fait l'actualité.